Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Claus. Bonjour. Vous êtes échevin finance et tourisme, notamment à la ville de Bruxelles. Vous êtes également chef de groupe pour le Parti socialiste au Parlement régional bruxellois. On va commencer avec cette première casquette, si vous voulez bien. Puis dans quelques minutes, on parlera de Néo et du développement du plateau du Heysel. On va commencer par les relations entre la région bruxelloise et le gouvernement fédéral. On a vu dans le journal qu'il y a eu un comité de concertation ce matin. Est-ce que l'assainissement budgétaire de la région bruxelloise, il est compromis ? Non, je ne pense pas, mais par contre, je crois vraiment que ce gouvernement fédéral a un problème avec les chiffres. Après les chiffres un peu fantaisistes de Mme Galland, maintenant, c'est les chiffres de M. Jamard. En un week-end, on boucle tout. Et peu importe la véracité des chiffres, c'est aussi la méthode. Moi, je ne peux pas croire que ce week-end, il n'y a pas eu des coups de fil qui ont été échangés avant le week-end entre les représentants de la NVA et leurs correspondants dans les régions, alors qu'en région bruxelloise et en région wallonne, on a envoyé un mail. Est-ce que vous imaginez que vous dites à un pouvoir public qui va donc devoir prendre des mesures concrètes pour les citoyens en termes de routes, en termes d'écoles, en termes de crèches, on lui envoie un mail juste pour lui dire voilà, on ne va pas verser ce qui était prévu en octobre, on va verser moins. Et donc c'est 105 millions de moins, a priori, voilà. En ce qui concerne la région bruxelloise. Ce mail est arrivé un peu avant le conclave budgétaire. Il est arrivé fin de semaine dernière. Exactement, juste un mail. Et de nouveau, il y a une question des chiffres, il y a la 6e réforme de l'État qui est derrière, tout ce qui peut être discuté, mais on ne doit pas, malgré nos positions politiques, oublier que cet argent, il va pour aider les gens. Oui, ça veut dire que concrètement, 105 millions en moins dans le budget de la région bruxelloise, ça peut se traduire par des politiques publiques qu'on revoit à la baisse, qu'on arrête, des investissements qu'on ne fait pas. Un exemple très simple. 1 kilomètre de métro, c'est 70 millions d'euros. Voilà. Est-ce qu'on va décaler? Qu'est-ce que le gouvernement va décider par rapport à ça? C'est la construction de plusieurs centaines de logements, c'est la construction d'une aide par rapport aux écoles, par rapport aux crèches. C'est du vrai argent, quoi. C'est de l'argent qui n'arrive pas. Et donc, il faut recalculer tout cela en faisant tout pour que ça impacte le moins possible le quotidien des Bruxellois. Ouais, c'est la première fois qu'on utilise ce logiciel-là, en tout cas ce transfert, c'est la conséquence de la loi de financement. Ça peut expliquer peut-être que les fonctionnaires tâtonnent un petit peu. Oui, mais donc, de nouveau, la méthode, qu'ils aient un problème de calcul, bon là on l'a compris avec les fameux calculs de Mme Galland, mais que ce gouvernement, dans sa méthode aussi brutale, n'aille pas concerter, sachant que simplement les entités fédérées ont juste demandé d'être informées. On les convoque, on vient expliquer ce qui se passe, et pas brutalement se réjouir. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire que... On l'a vu qu'il y avait un petit rictus du côté du MR de se dire bah, « tiens, c'est pas moi qui vais payer la dette, dans le fond, c'est les endroits où je ne suis pas au pouvoir ». C'est pas une bonne façon de gérer l'État. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire que la loi de financement, elle est mal ficelée et qu'avoir des régions qui bénéficient de dotations qui sont prélevées par le fédéral, c'est un système qui ne peut pas très bien marcher? Ça veut surtout dire qu'il est grand temps qu'en région bruxelloise, on ait une administration fiscale. Parce que notre grand problème aujourd'hui, on dépend trop des administrations fédérales. Et ça, c'est assez simple. Si nous avons une administration fiscale forte, et le PS le demande depuis plus de 10 ans, c'est enfin dans l'accord de gouvernement vraiment comme étant mis une priorité, ça veut dire qu'on aura un meilleur contrôle sur nos chiffres. Il est donc urgent, et je réinterviendrai au Parlement pour le rappeler au ministre des Finances, que notre administration fiscale régionale soit mise en place. Le ministre des Finances et du Budget, c'est Guy Van Engel. Open VLD, libéral flamand. Son parti est aussi à l'étage fédéral, dans la majorité. On l'a moins entendu que Rudy Vervoort sur la question. Est-ce qu'il y a un petit malaise dans la majorité sur cette question-là? Alors, les socialistes à boire et les libéraux beaucoup moins? Donc je veux dire très concrètement, je pense que Guy Van Engel est tout à fait loyal par rapport au gouvernement bruxellois. Évidemment, il est peut-être un peu plus généreux en tournure par rapport à son parti qui est dans la majorité fédérale, mais je ne doute absolument pas de sa loyauté par rapport au gouvernement bruxellois. Quand Charles Michel dit c'est pas le prévisionnisme météo qui fait la météo, et à Bruxelles ou en Wallonie on est un petit peu sourd, il faut accepter les chiffres tels qu'ils sont parce que c'est la vérité des chiffres. Oui, mais enfin de nouveau la brutalité. De nouveau, c'est pas quand vous avez un prévisionniste, à un moment donné il vous annonce les choses, c'est vrai. On peut râler, mais on ne râle pas sur le prévisionnisme, on râle sur le fait qu'il pleut. Il vous manquait le dicton du jour avec? Moi, je trouve que ce n'est pas le dicton ici. On parle vraiment de construction d'écoles, de construction de crèches, de lignes de métro. Ici, simplement, il faut qu'on apprenne à se parler. Nous, on est demandeurs de parler. On a un gouvernement qui est brutal. Brutal avec les gens, brutal avec les syndicats, brutal avec la concertation sociale et aujourd'hui brutal avec les entités fédérées. L'opposition au Parlement régional écolo-Groen demande que la commission finance du Parlement bruxellois se réunisse. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait, elle va se faire. J'ai d'ailleurs déposé une interpellation. Mon groupe a déposé une interpellation au ministère des Finances pour voir plus clair. Alors, on va parler de l'aménagement du plateau du Heysel maintenant, si vous voulez bien. Pendant qu'on se parle, on va peut-être, ou les téléspectateurs vont peut-être voir une vidéo. C'est une vidéo promotionnelle qui est réalisée par Galenco. C'est une vidéo de présentation du stade national. Alors, est-ce que, d'abord, on peut dire que les images qu'on va voir maintenant, si elles arrivent, elles vont arriver, sont la réalité de ce qu'on va voir, de ce que les Bruxellois vont voir dans quelques années? Oui, donc c'est plus qu'une vidéo de promotion, c'est
le plan qui est déposé et qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Galamco est considéré comme le partenaire privilégié dans la suite de la négociation. Et c'est vrai qu'on a eu 3 groupes extrêmement intéressants qui sont énormément investis dans ce défi dont, de nouveau, comme sur Néo, personne ne pensait qu'on y arriverait, quoi. Et en discutant, on a donc réussi ce pari un peu fou de faire financer ce stade par le privé et d'arriver à avoir un projet ambitieux pour Bruxelles. Alors le stade, c'est complexe, c'est pas un dossier simple, c'est un dossier par rapport aux priorités qui doivent être là à Bruxelles ne sont pas toujours très bien établies, mais ici, on avance, on décide et on concrétise. Oui. Alors, on voit sur les images qu'il n'y a pas de parking sur les images qu'on voit. C'est-à-dire que le parking sera où il sera enterré. Voilà, donc l'idée vraiment, tout comme on l'a fait sur Néo, et je vous rappelle que sur Néo, on gagne 7 hectares de parc et on sait combien les espaces verts sont hyper importants pour l'habitabilité de notre ville. On va enfuir les parkings pour pouvoir créer vraiment des esplanades autour de cette nouvelle infrastructure, de ce nouvel objet que représente le Stade national. Oui. Une relation durable avec le Bruxellois, un nouveau quartier vibrant et relaxant, une oasis de calme. Ça, c'est la voix off sur le site de Galamco qui annonce ça. C'est un peu grandiloquent ou ça va vraiment ressembler à ça ? C'est grandiloquent, mais quand même une petite réflexion par rapport au football. J'ai été, je ne vais pas me faire que des amis, mais quand même quelques-uns. Moi, je suis un grand supporter du Sporting d'Anderlecht depuis de nombreuses années. Je suis abonné, je ne le suis plus maintenant, je n'ai plus le temps. Mais la finale de Coupe Anderlecht-Bruges, c'est beaucoup trop tendu. On ne peut plus admettre que le football soit simplement une opposition entre 2 clubs. On peut comprendre des rivalités, mais c'était beaucoup trop tendu. Si on veut réussir le pari du Stade national, on doit le faire quand Anderlecht arrivera avec les familles qui osent venir au stade. Et donc c'est vrai qu'il faut une relation au football, c'est un appel à l'Union belge aussi, une relation apaisée comme on peut le trouver en Espagne, comme on peut le trouver maintenant en Angleterre, terre historique du hooliganisme, où aujourd'hui les familles se rendent au stade. Le grand pari de ce stade, c'est ça, c'est reconquérir les familles pour le foot. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes des riverains sur ce qui concerne la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, dans le projet qu'on voit maintenant à l'image, qu'il y aura bien des accès directs depuis le ring, qu'on ne passera pas par la chaussée romaine, qu'il y aura des accès séparés pour ceux qui viennent du nord et du sud, et qu'il y aura un minimum de nuisances pour les riverains ? C'est la grande force du projet de Galamco, c'est d'avoir vraiment poussé très très loin la réflexion sur la mobilité. Aujourd'hui, tout le monde le constate, c'est extrêmement complexe cette mobilité, notamment par rapport au ring et les différentes sorties. Et vraiment, une des réponses, c'est la réponse qu'a donnée Galamco en termes de mobilité qu'on peut découvrir dans ce film. Alors, dans le film, on a vu probablement aussi deux bâtiments. Donc, il y a le bâtiment circulaire qui est le stade et puis un autre bâtiment un peu plus petit juste à côté. C'est là qu'on va mettre le Sporting d'Anderlecht, l'Union belge, le comité olympique, enfin les locataires. Alors, on a prévu dans le stade de quoi accueillir l'Union belge et le comité olympique, puisqu'il y a un peu de bureaux autour du stade. C'est pas un endroit où on fait un centre d'affaires avec des bureaux qui va un peu concurrencer Néo ? Alors, aujourd'hui, a priori, il n'y a pas du tout de réflexion par rapport à du bureau. C'est un projet de développement que le propose au promoteur. On est en pleine phase de négociation. Il est un peu tôt pour que je vous réponde sur cette deuxième partie. Est-ce qu'il y aura, sur la vidéo, on parle d'un centre d'entraînement. Est-ce qu'il y aura un centre d'entraînement à côté du grand stade ou est-ce que le Sporting Anderlecht va garder son entraînement à Anderlecht ou en RPL ? Je pense que le site de PED n'est pas menacé par l'arrivée du stade national. Maintenant, j'imagine qu'il y aura quand même quelques infrastructures autour du stade, ne fût-ce que pour les Diables Rouges ou pour qu'Anderlecht joue, pour qu'il puisse y avoir des échauffements. Mais je ne pense pas que tout PED va déménager sur le parking C. Oui, on voit les images là, en ce moment. Le rouge, c'est vous qui l'avez choisi ? C'est les Diables Rouges, c'est pas moi. Donc on a déjà eu souvent cette question, même si hier, contre Israël, ils ont joué en noir. Mais c'est les Diables Rouges et c'est la référence, évidemment. Alors, il y a une structure d'intégration lumineuse qui permet aussi de mettre le stade en couleur mauve quand le Sporting joue. Donc, ce sera mauve quand c'est le Sporting qui joue. Voilà. Ouais. Vous êtes assuré que ce stade il sera rentable, qu'il n'y aura pas besoin de garantie régionale. Galamco n'en demande pas, a priori. Elle ne la demande pas, c'était le pari. Alors, moi, je vais vous dire, sur ce stade, il y aura encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui vont changer. Mais au moins, le dossier avance. Et je vais dire une La Palissade, tant qu'il avance, il ne s'arrête pas. Et c'est ça un peu l'objectif, de faire avancer les dossiers dans cette région. Ouais, on voit des images de parcs autour du stade. Ce sera accessible pour le grand public, les jours où il n'y a pas de match. Ce sont des parcs publics, évidemment. Ouais. Alors, je vais vous montrer une autre image, si vous voulez bien. Et cette fois-ci, ce n'est pas le stade en lui-même, c'est plutôt le projet Néo. Oui. Alors, c'est pas un schéma définitif, c'est un schéma, c'est une esquisse qu'on va pouvoir voir. Vous avez acté un dialogue compétitif dans le stade de Néo 2. Donc Néo 2, c'est le centre d'affaires, le centre de congrès qui sera installé à Néo et l'hôtel qui sera juste à côté. C'est quoi ? Ce sera ça le poumon du futur quartier ? Mais c'est en gros le développement économique à côté du centre commercial, du centre de loisirs et des logements qui seront construits. Vous savez que la région bruxelloise, et je pense avoir un peu contribué à cela,
a lancé depuis de nombreuses années des chantiers par rapport à la politique touristique. C'est vrai qu'aujourd'hui, un congressiste à Bruxelles dépense 400 € par jour dans la destination. Et donc ce Convention Center, c'était l'élément qui nous manquait. Nous sommes une capitale européenne, mais nous ne pouvons pas concourir par rapport à toute une série de congrès dans le monde. Eh bien, on est quand même très très fiers, d'avoir 3 grands groupes qui postulent, mais surtout aussi 3 grands architectes. Oui, donc il y a un Français, un Néerlandais, un Danois. Pour ceux qui aiment l'architecture, c'est Jean Nouvel, le Français, par exemple, Alors, qui est Jean un nom Nouvel, assez connu. Oui. Qui est quand même l'architecte des grands travaux mitterrandiens à l'Institut du monde arabe. Rem Koolhaas, qui est la superstar hollandaise, qui a construit notamment la bibliothèque de Seattle, si les gens veulent aller voir, et un grand cabinet danois, qui a notamment construit l'Opéra de Copenhague, qui est le cabinet Larsen. Voilà. Alors, avec eux, vous discutez jusqu'en 2016, et en 2016, il y en a un qui obtient le marché et qui va construire. On va peut-être revoir l'image. Donc on voit notre centre de congrès ou centre de convention qui est au centre du plateau du Heysel. À droite, on voit l'Atomium. En haut, on voit le stade, pour ceux qui regardent l'image, pour qu'ils se repèrent un petit peu. On voit un espace de loisirs en dessous de l'Atomium. Ce sera Mini-Europe ou ce ne sera pas Mini-Europe? Il est prévu, en effet, le nouveau groupe. Alors ça, c'est le débat qui doit avoir lieu entre le consortium et les équipes de Mini-Europe. Mais à côté, il y a aussi un centre de loisirs mi-indoor, mi-outdoor, qui sera consacré à ce personnage célèbre dans le monde entier, qui est Spirou. C'est le premier parc Spirou qui sera mis à côté, également pour toutes les familles. Mini-Europe, c'est un débat qui doit avoir lieu entre le consortium qui a remporté Néo 1 et les exploitants de Mini-Europe. Alors, on voit dans le projet tout en bas qu'il y a des cinémas, donc ce n'est pas au même endroit qu'aujourd'hui. Et là, c'est Kinépolis. Ouais. Donc ça, c'est fait dans le contrat. Kinépolis va être relocalisé à côté du centre commercial. C'est le contrat qu'on a signé il y a 1 mois et demi. Ouais, on voit de l'Oreca, on voit des logements. Ce sera quel type de logement? Alors, 20% vont être des logements publics, des logements qui vont reprendre la régie de la ville de Bruxelles. Mon collègue Mohamed Ouriagli a déjà mis l'option. Le reste, 80%, va être vendu au grand public. C'est un grand groupe bruxellois, le groupe B6, qui va construire ces logements. Et ils vont être vendus au grand public. Voilà. Et il y aura du parking et de l'accessibilité pour tout le monde? Exactement, mais tout en souterrain, tout enfoui pour faire 7 hectares d'espace vert en plus. Donc, quand est-ce qu'on voit donc le Stade national? On a une date. Quand est-ce qu'on voit Néo? Quand est-ce qu'on voit tout ce quartier réellement sortir de terre? Et quand est-ce qu'on voit des habitants s'installer, un centre commercial fonctionner? Alors, pour vous rendre compte quand même de ce dont on parle de plus d'1 milliard d'euros d'investissement, plus de 3500 emplois créés. C'est quand même ça aussi Néo, hors chantier de construction. Et donc, les premières pierres seront pour 2018-2019. Donc, juste avant la fin de la législature. Exactement, tout comme on l'avait dit en 2018. C'est bien pour les élections? Oui, mais c'est un vrai changement. La technique avant, c'était je ne dis rien avant les élections parce que c'est trop chaud. Moi, j'ai toujours privilégié comme homme politique, et pour Néo, ça a été le cas. C'est un peu un projet que j'ai soutenu pendant longtemps avec Freddy Tillmans. On va annoncer aux électeurs ce qu'on va faire. Alors, si vous vous souvenez de la campagne 2012, on l'a dit. Eh bien là aussi en 2018, on montrera aux électeurs ce qu'on va continuer de poursuivre. Et Néo, évidemment, c'est ce grand enjeu économique qui va créer des milliers de jobs pour les Bruxellois. Oui, le problème, Philippe Claus, c'est qu'on va peut-être délocaliser une partie importante de l'activité commerciale qui se trouve aujourd'hui rue Neuve, par exemple, et qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes des commerçants. Comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter de vampiriser votre propre centre-ville? Mais là, c'est le projet extrêmement ambitieux qui est évidemment soutenu par mon collègue Yvan Mayer, qui est la piétonisation du centre-ville, des boulevards du centre. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est dans 2 mois. Donc fin juin, dans 3 mois, fin juin, les boulevards du centre seront piétonniers. Ouais. Et ça doit relancer une dynamique commerciale. C'est ça le pari qui est fait, c'est de faire à la fois Néo et la dynamique commerciale du centre-ville. Pas l'un sans l'autre. Et les commerçants en centre-ville, ils auront l'achalandise nécessaire ou ils ne seront pas en concurrence avec Néo un jour? Il faut entendre l'angoisse des gens. Ouais. Tout changement par rapport à un commerçant, vous savez, moi je suis fils d'indépendant, à un moment donné, quand on change une habitude, à un moment donné, il faut entendre cette angoisse. Ouais. Et c'est vrai que ça va être dur. Je suis une grande enseigne internationale. C'est un peu différent. L'enseigne internationale va se positionner. Je vais aller à Néo plutôt qu'à la rue Neuve? Ça dépend. Honnêtement, on sent aussi que le promoteur qui possède City 2 est en train de réfléchir à des réaménagements. La ville de Bruxelles a décidé le réaménagement de la rue Neuve, les réaménagements des différentes places de Brouckère, Fontenas et place de la Bourse. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Ce qu'on veut, d'abord, on a un boom démographique, on a quand même du monde qui arrive en plus, et on veut faire revenir les gens acheter dans Bruxelles, parce que c'est là que l'activité économique se passe. Merci Philippe Claus d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve pour un autre invité demain sur la même chaîne, à la même heure. À demain.